Madame, Monsieur, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de la mi-journée de ce lundi 9 janvier, dont voici les principaux titres. Au Sénégal, une collision entre deux bus ce week-end près de la ville de Kaffrine, au sud-est de Dakar, a coûté la vie à 40 personnes et fait des dizaines de blessés. C'est l'accident le plus meurtrier au Sénégal ces dernières années. Un deuil national de 3 jours a été décrété. Les 46 soldats ivoiriens qui venaient d'être condamnés à 20 ans de prison au Mali sont rentrés à Abidjan dès le lendemain de la grâce qui leur a été accordée par le chef de la junte malienne, une décision saluée par la Côte d'Ivoire qui souhaite passer l'éponge et reprendre des relations normales avec le Mali. Et nous reviendrons également dans cette édition sur la hausse des prix du carburant en Centrafrique, une décision fraîchement accueillie par la population qui dénonce une augmentation exagérée. Je vous le disais, c'est l'accident le plus meurtrier des dernières années au Sénégal. Une collision entre deux bus qui a donc fait 40 morts et des dizaines de blessés dans la nuit de samedi à dimanche. L'accident serait dû à l'éclatement d'un pneu. Le président Macky Sall, qui devrait se rendre cet après-midi sur place, vient de décréter un deuil national de 3 jours. Retour sur ce drame avec Soukaina Skali. Des images impressionnantes et un accident des plus meurtriers connus au Sénégal. 39 morts, 53 blessés hospitalisés et 42 blessés plus légers. C'est le bilan tragique annoncé par le gouvernement sénégalais après l'accident de la route mortelle survenu dans la nuit de samedi à dimanche. Le Sénégal a été frappé par une tragédie suite à cet accident de la circulation qui a occasionné la mort de 39 personnes. L'accident a eu lieu à 3h15 local près de la ville de Kaffrine, à environ 250 km au sud-est de la capitale Dakar. D'après le maire de la ville, alors que deux bus contenant 139 passagers roulaient, l'un des deux aurait dévié de sa trajectoire en raison de l'éclatement d'un pneu. La difficulté restera l'identification des autres corps. Ça se fera au fur et à mesure. L'État apportera tout le soutien et toute la solidarité aux familles endeuillées, mais également aux blessés ou à leurs familles pour pouvoir atténuer leurs souffrances. Au lendemain du drame, le président du Sénégal, Macky Sall, s'est rendu sur les lieux et y a décrété 3 jours de deuil national. Une annonce qui n'a pas suffi à contenir la colère des familles des victimes, qui pointent directement la responsabilité de l'État sur sa mauvaise gestion des routes. Des doléances qui ont conduit le Premier ministre à réunir un conseil interministériel ce lundi pour prendre des mesures portant sur l'état des véhicules, le contrôle technique, la délivrance du permis de conduire ou encore les horaires de transport. Et petite rectification, ce n'est pas hier que le président Macky Sall, ce n'est pas aujourd'hui que le président Macky Sall s'est rendu sur place, mais hier, comme vous venez de le constater. Les 46 militaires ivoiriens détenus par la junte malienne depuis le mois de juillet ont été graciés vendredi par les autorités maliennes. Accusés d'être des mercenaires, ils avaient été condamnés à 20 ans de prison. On revient sur ce dénouement heureux avec Mathieu Nicolas. Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a accordé sa grâce avec remise totale de peine aux 49 Ivoiriens condamnés par la justice malienne. Enfin, après un bras de fer diplomatique de 6 mois entre Abidjan et Bamako, les soldats ivoiriens sont libres. Il est aux alentours de minuit samedi lorsque le lieutenant Kouassi, drapeau de la Côte d'Ivoire en main, pose enfin le pied sur le sol ivoirien, accueilli par le président Ouattara en personne. La fin de 6 mois de calvaire. Je me réjouis de vous voir aujourd'hui de retour sur la terre ivoirienne. Nous sommes heureux pour vous, heureux pour nous, heureux pour nos familles, heureux pour la nation. La joie des retrouvailles s'est répandue aux abords de l'aéroport où familles, proches et anonymes sont venus manifester la reconnaissance de la nation à ces hommes en armes, désormais considérés comme des héros. À leur tour, les militaires ont aussi tenu à exprimer leur gratitude. Je voudrais exprimer, au nom de tout le groupe, notre profonde gratitude pour tout ce qui a été entrepris pour nous, pour notre retour au Bercail.
Au cours de la cérémonie d'accueil organisée à leur intention, le président ivoirien Alassane Ouattara a dit avoir enterré la hache de guerre avec le Mali. Bien évidemment, maintenant que cette crise est derrière nous, nous pourrons reprendre des relations normales avec le pays frère qu'est le Mali, qui a besoin de nous et dont nous avons besoin également. Les Maliens sont nos frères. La main tendue du président ivoirien marque la fin d'un bras de fer de 6 mois entre les autorités des deux pays. Un dénouement qui a récemment été accéléré par la médiation du Togo et pour sceller la paix entre le Mali et la Côte d'Ivoire, les autorités ivoiriennes ont fait savoir que le président de la transition malienne devrait bientôt se rendre à Abidjan pour une visite d'amitié. Et au lendemain de cette décision du chef de la junte malienne, les habitants de Bamako se sont réjouis de cette action gouvernementale qu'ils voient comme un signe d'avancée vers la paix entre les deux pays. On les écoute. Notre président, le président colonel Assimi Goïta, a pu gracier ces 49 soldats. Moi, je crois que c'est un ouf de soulagement pour la communauté internationale, pour la communauté sous-régionale et pour tout le peuple malien et le peuple ivoirien. Nous avons des Ivoiriens ici au Mali. Nos autorités ont eu la sympathie de les libérer. J'invite les Ivoiriens également à prendre soin de la diaspora malienne en Côte d'Ivoire. C'est une bonne décision de la part des autorités maliennes. C'est cela, être un grand homme. Lorsque quelqu'un se trompe et par la suite la personne reconnaît son tort, il est normal de pardonner ce dernier. En plus, cette décision va permettre d'apaiser les relations tendues entre les deux États. Cette décision permettra de renforcer les liens entre Maliens et Ivoiriens. Avec cette grâce présidentielle, les deux pays auront la paix et la quiétude. C'est une décision salutaire. En Centrafrique, durant l'année 2022, de nombreux cas de corruption ont été dénoncés par les autorités. Des agissements que le président Touadéra entend bien faire cesser. Il a d'ailleurs, lors de son discours à la nation, réitéré sa volonté de lutter contre la corruption tout en appelant les membres du gouvernement au sens des responsabilités. Et on reste en Centrafrique où après moult tractations financières entre les acteurs économiques impliqués dans la commercialisation des produits pétroliers et le gouvernement, l'augmentation du prix des produits pétroliers est entrée en vigueur le 4 janvier dernier. Si cette décision gouvernementale avait pour but de minimiser les charges de la subvention qu'elle octroyait en faveur de la population, elle a surtout fait réagir les Centrafricains, comme va vous le raconter notre correspondant local, Roland Jean-Paul Tchibinda. De manière conjointe, 3 membres du gouvernement centrafricain, respectivement le ministre des Finances, celui du Commerce et celui du Développement de l'énergie, sont arrivés à augmenter le prix des produits pétroliers de la manière suivante. Le super à 1300 francs CFA le litre, le pétrole lampant à 1150 francs CFA le litre, le gasoil à 1450 francs CFA le litre. Cette décision fait suite à la dernière déclaration du président centrafricain Faustin Archange Touadéra lors de son message de Nouvel An. J'avais instruit le gouvernement de maintenir inchangés les prix des produits pétroliers à la pompe. Mais il faut être réaliste. Cette situation n'est pas soutenable en cas d'enlisement de la crise énergétique. Il y a donc une réflexion à mener à ce niveau. Quelles sont justement les dispositions prises par le pouvoir en place pour le respect scrupuleux de la gestion de ces produits pétroliers sur le sol centrafricain? Aujourd'hui, il n'y a plus de raison qu'on ne puisse plus trouver du carburant dans les stations. Il n'y a plus de raison qu'on fasse des colonnes, de longues colonnes pour accéder au carburant. Et nous allons prendre des mesures pour sanctionner, je vous dis bien, poursuivre et sanctionner tous ceux qui se comporteront contrairement aux dispositions qui vont être prises. Des réactions à plusieurs niveaux ont aussitôt suivi la dite décision. Le frais de transport, ça augmente aussi. C'est maintenant à 200. Bus, c'est à 200 et taxi à 2,50. Bon, alors, nous sommes paniqués. Auparavant, on achète le prix, c'est à 885, maintenant à 1300 là. On ne sait pas comment on va faire. L'augmentation de carburant vient de remonter.
on ne sait pas comment on va faire. Les conséquences de cette augmentation vont se sentir progressivement dans différents domaines de développement du pays, y compris les activités de la population dont la plupart nécessitent l'utilisation rationnelle de ces produits pétroliers. En République du Congo, le gouvernement va appliquer à la demande du Fonds monétaire international une hausse du carburant à la pompe qui inquiète fortement les associations de consommateurs malgré les annonces du Premier ministre Colline Makosso qui rappelle que le FMI proposait une augmentation de 50 à 65% du prix alors qu'en fait elle ne sera que de 5%. Une augmentation qui devrait entrer en vigueur dès le 31 janvier. Au Bénin, 4 ans après les dernières élections législatives qui avaient été massivement boycottées par l'opposition, ce dimanche, plus de 6 millions de Béninois étaient appelés aux urnes pour choisir parmi les 7 partis en lice, dont 3 de l'opposition, les 109 députés qui siégeront au Parlement, un scrutin qui s'est déroulé dans le calme, mais avec une très faible affluence. On écoute quelques réactions. On a constaté réellement une inclusion dans notre élection. Il y a la participation des opposants proprement dit dans cette élection. C'est en cela que vraiment c'est un jour très historique pour moi, un jour passionnant. Pour le Béninois, le vote d'abord c'est un jour de fête et c'est un devoir citoyen. Et c'est absolu. On devait voter, on doit voter et j'ai voté. Le navire échoué dans le canal de Suez remis à flot, les lieux de pouvoir brésiliens pris d'assaut par les partisans de Bolsonaro et les combats qui reprennent en Ukraine après la pseudo-trêve de Noël, c'est le reste de l'actualité préparée pour vous par Souilas Bailly. En Égypte, un navire qui s'était échoué dans le canal de Suez a été remis à flot ce lundi. Le MV Glory transportait plus de 65 000 tonnes de maïs d'Ukraine à destination de la Chine. Il s'était échoué alors qu'il rejoignait un convoi près d'Alcantara, près de la ville d'Ismaïlia dans le nord de l'Égypte. Finalement, le navire a rapidement été remis à flot sans perturber le trafic dans ce passage maritime par lequel transite 10% du commerce mondial. Cet incident rappelle celui du navire Ever Given qui s'était échoué dans le canal de Suez en mars 2021. Un épisode marquant qui avait coûté la vie à un agent de l'autorité du canal de Suez après une opération de sauvetage ayant duré plus de 6 jours. Ce drame avait entraîné une perte de plusieurs milliards de dollars par jour de fermeture du canal pour le commerce maritime mondial. Au Brésil, l'ex-président Jair Bolsonaro a condamné l'attaque survenue dans les lieux de pouvoir de Brasilia ce dimanche. Ce dernier s'est fendu de 2 tweets dans lesquels il condamne ce qu'il qualifie de déprédation et d'invasion de bâtiments publics contraires à la règle de manifestation pacifique. S'il condamne l'attaque, il rejette toutefois les accusations de son opposant, le président élu Luiz Inácio Lula. Le président brésilien qui s'était rendu sur les lieux attaqués avait déclaré que les auteurs avaient été encouragés par le président sortant Jair Bolsonaro. Les bolsonaristes se sont attaqués au Congrès, au palais présidentiel ainsi qu'à la Cour suprême de l'État d'Amérique du Sud. Plusieurs pays occidentaux et certains représentants de l'Union européenne ont condamné dimanche l'invasion. Cette attaque n'est pas sans rappeler celle ayant eu lieu près de 2 ans auparavant jour pour jour aux États-Unis, lorsque des partisans du président sortant Donald Trump avaient envahi le Capitole après sa défaite face au président élu Joe Biden. En Ukraine, les hostilités ont repris après ce qui devait être une trêve dans les combats avec la Russie à l'occasion de la Noël orthodoxe ce dimanche. Cette trêve d'une durée de 36 heures avait été requise par le patriarche russe Kirill et ordonnée par le président russe Vladimir Poutine dans la foulée. Les autorités ukrainiennes ont fustigé ce cessez-le-feu qui ne les a pas convaincus, estimant qu'il s'agissait d'une stratégie visant à attaquer l'Ukraine pour les pousser à répliquer. Moscou a affirmé que ses pertes ont été vengées aussitôt le cessez-le-feu levé, faisant des centaines de morts en une frappe, ce que Kiev dément fermement. L'armée russe aurait effectué plus de 144 frappes durant la journée de dimanche sur plusieurs localités du pays, selon les autorités ukrainiennes. En France, à quelques jours de la présentation de la réforme des retraites, les syndicats ont évacué ce week-end toute possibilité de négociation avec l'exécutif si le gouvernement maintient le très probable report de l'âge légal de la retraite. Ils ont également prévenu le gouvernement qu'en cas de maintien du report, l'exécutif devra faire face à des mobilisations sans précédent.
Le président Joe Biden a commencé dimanche sa première visite officielle au Mexique, placée sous le signe de la lutte anti-drogue et de l'afflux record de migrants à la frontière entre les deux pays. Le président américain et son homologue mexicain, López Obrador, doivent se rencontrer aujourd'hui pour des entretiens bilatéraux. Ils seront rejoints par le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, pour un 10e sommet mardi des leaders d'Amérique du Nord. Coup de projecteur maintenant sur l'Afrique qui avance avec les dérivés de la farine de manioc qui, au Cameroun, sont considérés comme de réelles alternatives à la farine de blé. Reportage. Dans cette boutique située dans un quartier populaire de Douala au Cameroun, Madame Ange attend patiemment les clients pour écrouler son sac de farine, acheté depuis le début de la semaine, chose qu'elle n'a jamais vécue depuis l'ouverture de sa boutique il y a de cela près de 10 ans. La farine, avant le kilo était à 400. Aujourd'hui, le kilo est à 550, 600. Et le prix est vraiment énorme. Ça ne permet plus au Mami Makala de faire les beignets. Quand tu vois les beignets de 25, c'est comme une bille. L'huile aussi est chère, la farine est chère, le sucre est cher. Si comme Maman Ange, d'autres Camerounais dénoncent la forte inflation que connaît la farine de blé ainsi que d'autres produits ces derniers mois, les grossistes et revendeurs, quant à eux, pointent un doigt accusateur vers l'actuelle crise ukrainienne qui entraîne la non-disponibilité de certains produits majeurs tels que la farine de blé. Une situation qui rend la vie difficile pour des millions de ménages. Avant, je pouvais sortir même 10 sacs de farine. À peine maintenant, je vends un sac en 3-4 jours. Oui, je sortais au moins 10 sacs par semaine. Imagine quand tu vends un sac en 3-4 jours, c'est que tu vends peut-être 2 ou 3 sacs en semaine. Oui, ça a beaucoup d'impact dans les ventes. Alors que l'inflation perdure, une association camerounaise a eu l'idée de trouver une solution locale en réponse à la difficulté d'avoir de la farine de blé disponible et à bas coût. Elle a décidé de remplacer la farine de blé par celle du manioc. Ainsi, les tubercules de manioc sont transformés en farine. Et cette farine est à son tour utilisée pour produire du pain et d'autres pâtisseries. Nous transformons le manioc en farine pour pâtisserie. Avec cette farine, nous faisons des biscuits croustilles, nous faisons des crêpes, des gâteaux, des pizzas. C'est à Bonabéry, dans le 4e arrondissement de Douala, que l'atelier de cette dernière est opérationnel. Les agriculteurs viennent avec leur camion ou leur pick-up, ça dépend de la quantité. 1,5 tonne, 2, 3 tonnes, ça dépend. Mais ici, nous prenons 3 tonnes maximum par jour. Ici sont produits des croustilles, du couscous frais ou sec, des gâteaux et bien d'autres choses par cette passionnée de l'agriculture qui au départ a eu de la peine à introduire ces produits auprès des consommateurs habitués aux produits faits à base de blé. Mais depuis quelques mois, grâce à l'accompagnement d'autres associations, il y a de l'intérêt envers ces produits. Un reportage que vous pourrez découvrir dans son intégralité ce soir sur Télé Sud à 20h30 dans Business Africa. C'est ainsi que se termine cette édition. On se retrouve demain pour une nouvelle édition de la mi-journée. Bonne journée à tous, à demain, au revoir.